Alors voilà cette deuxième partie de cette vidéo de la pop US, cette fois-ci de 1993 à peu près 2003. On va faire une dizaine d'années parce que il y a tellement de choses à mentionner que c'est presque impossible finalement de tout faire rentrer. Mais j'ai pris des disques qui sont pour moi importants ou cultes ou voilà, c'est très subjectif hein, tout ça. Ça vient de mon expérience d'auditeur de musique. Je vous remercie chaleureusement pour vos commentaires, vos encouragements dans les commentaires de la vidéo précédente. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, on va commencer avec 93. Puis je suis vraiment obligé hein, de parler un petit peu de Nirvana parce qu'on parle de pop indé des années 90. Alors, j'aurais pu mettre Nevermind, j'aurais pu mettre le MTV Unplugged que j'adore aussi, mais je pense que pour moi, si je choisissais un album qui. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de passer à côté de Nevermind, hein, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'il y a quelque chose en plus sur cet album. Il y a une maturité d'écriture de chansons. Il y a une espèce d'agression. Enfin, et puis il y a surtout des chansons incroyables. Je veux dire, Heart Shape Box, je crois que c'est ma chanson préférée de Nirvana déjà. Oui, Damned, voilà, Penny Royalty. Euh, que dire, que dire, que dire. C'est un superbe album, donc je vais pas passer 3000 ans sur l'album de Nirvana, vous le connaissez tous. Hein, de toute façon, c'est clair. Vaut mieux s'attarder sur des albums que les gens ne connaissent pas aussi bien. Donc, un de mes groupes préférés, un de mes groupes cultes, un groupe voilà, que j'adore tellement. Encore une fois, c'est difficile de parler de groupes on aime tellement. Mais je dirais que c'est Morphine. J'ai tous leurs albums, ou quasiment, puis je les aime tous. Que ce soit Good ou Yes ou The Night. Enfin, ils sont tous incroyables. Pourquoi j'ai choisi Cure for Pain? Parce que, je sais pas, c'est peut-être celui vers lequel je reviens le plus. Good, l'autre aussi, qui est je pense, c'est leur premier album. Et cet album sont une espèce de partie 1 et partie 2. Ça pourrait faire voilà, ça pourrait faire un super double album, si on voulait. Euh, donc Morphine, c'est avant tout le groupe de Mark Sandman, qui était un chanteur avec une voix exceptionnelle, très très chaude, unique, hein, on peut dire, et puis qui complémentait ça avec un jeu de basse à deux cordes, avec du bottleneck. Et puis ce qui est particulier avec Morphine, c'est surtout que il y a de la basse à deux cordes, du saxophone et de la batterie. Donc ça, c'est l'instrumentation. C'est complètement hors des codes du rock indé en fait. Puis c'est pas vraiment du rock, hein, c'est de la pop qui se marie avec un peu de jazz, un peu d'expérimental. Moi, je trouve que c'est beau à pleurer. C'est que dire. Il est mort bien trop tôt, Mark Sandman. Cet album, il est sorti en 93. Toutes les chansons sont canons. Moi, j'adore surtout Buena, A Head with Wings, euh, Thursday, Cure for Pain, enfin voilà. Et puis la dernière, Miles Davis' Funeral. Superbe, superbe, superbe album. Un groupe culte pour moi. Enfin, moi, si vous connaissez, vous savez très bien de quoi il retourne. Alors en 93, on a aussi eu la sortie d'un classique, les Breeders. La Splash, bon encore une fois, que dire, hein, le groupe qui avait été formé par Kim Deal, une espèce de projet externe aux Pixies, mais tout aussi réussi, je veux dire, dans une version un peu pop débridée. Toutes les chansons sont hyper catchy. Enfin, tout le monde connaît Cannonball évidemment, mais après il y a Invisible Man, voilà, Divine Hammer qui est incroyable. Ouais, voilà, il y a que des chansons. Driving on Nine qui est peut-être ma chanson préférée sur l'album. Il
Il y a que des chansons imparables, incroyables. Donc c'est Kim Deal et sa sœur jumelle qui tiennent ça. Je les avais vus il y a peut-être 10-15 ans faire tout cet album du début à la fin à un festival ici à Melbourne. C'était une super journée en fait parce que le groupe que j'étais venu voir c'était Television qui ont joué Marky Moon de, de bout en bout. Puis le groupe Fuck Buttons, le groupe, je crois qu'ils sont de Bristol, le groupe électronique super agressif, super électronique qui m'avait complètement dévissé la tête. Et puis après les Breeders sont arrivés, c'était une belle journée. Alors toujours en 93, bon bah là on n'est plus dans le domaine de la pop hein, clairement, mais bon après c'est mon classement à moi, c'est mes codes, mes choix. J'ai envie de vous parler d'un groupe que pareil que Morphine, que moi je suis archi fan, j'adore. C'est pareil, c'est comme avec Mark Sandman, la voix de Mark Kozlek, c'est une voix qui est ténébreuse, mélancolique, unique en son genre. The Red Ass Painters, le groupe de San Francisco, sur le label 4AD, ben d'ailleurs comme ce disque. Hein. Une super belle découverte de Ivo Watts Russell, hein, on va le remercier très chaleureusement. Leur première, leur premier je crois que c'est leur premier album parce que je crois que l'album avec le lit dessus, qui s'appelle seulement Red Ass Painters, il est sorti avant celui-ci, il me semble, mais bon, c'est que 4 ou 5 chansons, alors que ça, c'était un album complètement. Non, je raconte n'importe quoi. Je sais plus. La chronologie m'échappe, mais de toute façon, c'est un super album. Pour moi, je dirais que c'est la perfection de l'écriture de chansons, super dramatique, super mélancolique. Enfin, pour moi, Katie Song, qui est la troisième chanson, enfin, c'est la quintessence de la mélancolie à l'état pur, quoi. Je veux dire, on n'a qu'à écouter les paroles. Glass under my shoe, without you is what my life amounts to. Enfin, voilà, c'est le, un bout de verre sous mes godasses. Euh, c'est ce que je ressens. Enfin, c'est ce que je suis sans toi. Je suis une merde, quoi. Voilà. Puis après, il y a Grace Cathedral Park, il y a Take Me Out. Enfin, c'est donc les Red Ass Painters, c'est un groupe de ce qu'on appelle le slowcore, donc une espèce de folk lancinant, joué très 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 lentement, d'où le nom slowcore. Ça s'appelle aussi sadcore. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne anglaise dédiée à tout le mouvement. Il va y avoir 2 ou 3 albums de slowcore dans cette sélection ici parce que pour moi c'est quand même de la pop. Finalement, les chansons sont mélodiques, elles ont bon, alors comme je dis, c'est ma hiérarchie à moi, c'est mon panthéon à moi, donc en fait, voilà. Et puis Mark Kozlek, il a fait plein d'albums en fait sous son nom, et puis sous le nom de Sun Kill Moon aussi, bah, il continue à faire des albums. Bon, bah, je pourrais en parler pendant des heures, c'est tellement magnifique. Un album que voilà, j'ai écouté à fond, à fond, à fond il y a des années. John Spence's Blues Explosion. C'est pas un groupe dont on parle très souvent, finalement, hein, le John Spence's Blues Explosion. Mon album préféré de John Spencer, c'est Extra Width. Incontestablement, parce que je l'ai écouté des dizaines, voire des centaines de fois. Euh, alors, qu'est-ce que c'est John Spencer? C'est un mélange délirant de blues. Mais je parlais du Gun Club, la première partie de cette vidéo. Je crois que les descendants directs du Gun Club, version 90, c'est le John Spencer's Blues Explosion. Sans conteste, qui mêle le blues, le garage, le punk, dans une espèce de mélange délirant, tripant, tout à fait improbable. Hein. Il y a un côté, voilà, un côté beefheart, déjanté, avec ses cris un peu. Il exprime un peu des choses avec du cri primal. Afro History of Lies, j'adore. Soul Letter, Soul Typecast, super chanson. C'est sorti en 93. C'est
C'est magnifique. J'adore. Bon, ensuite, bon, encore un groupe que j'affectionne particulièrement. Je suis archi fan. J'ai même rencontré Lou Barlow qui m'a signé son, ses fesses en fait, parce que je lui ai demandé en fait, c'est qui le bébé là-dessus. Je l'ai rencontré en 2006 euh, quand ils avaient reformé en fait Dinosaur Jr. Avec le line-up original. Et ils avaient reformé le groupe avec Jay Maskis et le batteur dont le nom m'échappe maintenant. Et donc il avait fait en même temps un show tout seul, hein, il avait fait un show solo auquel j'étais allé. Puis ben voilà, je suis resté à la fin. J'avais ramené quelques disques avec moi et puis il m'a signé ça. Donc Bexel, pour moi c'est génialissime. J'en parlais dans les scuds du PIF la semaine dernière et puis Stunty me disait que c'est une merde de chien. Donc bon, moi pour faire pas comme tout le monde, je vais. Non, mais franchement, moi j'adore cet album. Je trouve que c'est un album magnifique de bout en bout. C'est super mélodique, c'est bien écrit, c'est bien produit. L'argument qu'il me donnait, c'était que voilà que les albums précédents, il y avait moins de production, c'était plus 4 pistes et tout ça, et que là il y a plus de production, mais je pense que ça n'affecte pas la qualité des chansons. License to Confuse, Skull, Mystery Man, enfin il y a des Magnet Coil, super, super, super. Donc ça c'est le groupe de Eric Gaffney et de Lou Barlow, comme je l'ai dit. Et puis si vous connaissez pas Sebado, l'univers Sebado est génial. Album 3, Harmacy, Bakesell est super, The Freedman est super. Donc je vous recommande Sebado avec voilà, la plus grande recommandation qui soit. C'est un groupe ouais, de pop indé, voilà, tout ce qui est le plus déjanté et en marge du truc, quoi. Un autre groupe indé déjanté, c'est Guided by Voices. Alors, j'aime beaucoup deux albums de Guided by Voices, Alien Lanes, puis aussi B1000. Puis j'hésitais à. Mais je pense que c'est celui-là que j'ai écouté le plus. C'est un groupe qui est fondamental. C'est un type qui s'appelle Robert Pollard, qui était, comme moi, prof, et qui a écrit des chansons par brouette, en fait. Parce qu'en fait, quand on voit ça, on a l'impression que c'est un album de punk. Il y a au moins 30 chansons là-dessus, mais elles durent toutes une minute ou deux. C'est une espèce de vignette, hein, ça me rappelle un peu Wire, les deux premiers albums de Wire. Si vous les écoutez, les chansons sont très très courtes. Là, on a ce côté un peu punk déjanté, mais en fait, on a une espèce de mélange entre les Who et puis Television et puis voilà, les Pixies. Enfin, c'est une espèce de rencontre improbable entre un son qui est classique années 70 et puis un son qui est vraiment début des années 90. C'est une rencontre. Et tout ça, c'est sur de quatre pistes en fait, parce que c'est super lo-fi. Là-dessus, il y a deux chansons qui suivent qui s'appellent Auditorium et Motor Away, qui sont bah, iconiques enfin c'est culte hein, dans le catalogue de Guided by Voices. Ils sont de l'Ohio, il me semble, Guided by Voices, il me semble, je sais plus. Corrigez-moi si j'ai tort, mais un album essentiel, according to me. Bon, donc ensuite un groupe dont presque personne ne parle, The Apples in Stereo. Leur premier album, Fun Trick Noisemaker, de 1995. Oui, c'est ça. Superbe album de pop indé, néo psychédélique, euh, avec ce côté très, encore une fois, très 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 DIY. Des chansons qui sont instantanément mémorables, hein, comme Tidal Wave, Green Machine, Winter Must Be Cold. Enfin, il n'y a que des superbes chansons. Show the World. Super mélodique. Donc c'est un groupe qui a fait partie de ce mouvement qui s'appelle Elephant Six, qui était un label qui rassemblait des groupes comme Neutral Milk Hotel et puis des groupes dans cette mouvance-là.
Mais eux, ils viennent de Denver, c'est le groupe de Rob Schneider, qui est un peu le touche-à-tout du groupe. Euh, Puis oui, c'est ce côté un peu naïf, oui, très néo-psychédélique, en fait, hein, on est bien d'accord. Donc si vous avez jamais écouté The Apples in Stereo, bah, ça, je peux que vous recommander. Alors, je vais parler de Elliott Smith deux fois dans cette vidéo. La première fois avec cet album qui est magique pour moi, c'est franchement, Elliott Smith, pour moi, c'est un héros absolu, quoi. Je veux dire, c'est un de mes musiciens préférés, j'adore tout ce qu'il a fait. Mais moi, je pense que franchement, ça, c'est un des trois meilleurs albums sur lequel figure Elliott Smith, et je le pense vraiment. Mike City Sons, qui est sorti en 96. Donc, Hate Miser, c'était un groupe qui était formé. En fait, ils sont, je crois qu'ils étaient trois à la base, mais c'est surtout Neil Gust puis Elliott Smith. Puis Elliott Smith, il apporte vraiment quelque chose qui envoie cet album dans une stratosphère qui est différente parce que si c'était juste Neil Gust, l'album serait resté quand même probablement inconnu au bataillon, hein, je pense. Mais il y a ce côté tragique, mélancolique, et puis surtout très pop qu'apporte Elliott Smith. Alors, il y a des chansons comme la chanson qui ouvre l'album Get Lucky, c'est un riff imparable, c'est un truc de fou. Plain Clothes Man, qui est aussi une chanson d'Elliott Smith, superbe. Ensuite, on a des trucs comme Chrome Reminder, You Gotta Move. C'est un album absolument euh, incroyable. J'ai récemment écouté un podcast avec les mecs de Hitmiser qui parlent de tout le truc. Et c'est fascinant, quoi. C'est une histoire qui, malheureusement, Elliott Smith a dû partir parce qu'il voulait devenir quelqu'un sous son nom. Et puis, il a eu ce contrat avec DreamWorks qui l'a emmené faire des albums comme un album dont je vais parler plus tard, qui est dans mon panthéon personnel d'albums préférés de tous les temps. Donc, je vous en parlerai dans une minute. Ensuite, alors un album, encore une fois, quand je parle de panthéon personnel, on ne peut pas, je peux pas faire une rétrospective des années 90 de la pop indé sans parler de Yo La Tengo, le groupe de Hoboken dans le New Jersey, Ira, Georgia. Enfin bon, pour moi, encore une fois, j'adore. Enfin, cet album, il est parfait pour moi. Il commence avec, euh, enfin, il commence. La chanson numéro un, c'est un peu pour vous mettre en jambes. Il se passe pas grand chose, mais là où ça commence vraiment, c'est avec Moby Octopad, la deuxième chanson, qui a une ligne de basse qui tue, quoi. C'est une ligne de basse, c'est super, super dense et ça vous met enfin, ça vous plonge dans une espèce de stratosphère incroyable où il y a ce groove incroyable. Puis après, ben, il y a des trucs comme Sugar Cube, Shadows, Stockholm Syndrome, Autumn Sweater. Enfin, il n'y a que des chansons incroyables sur cet album. C'est un double album sorti en 1997. Ouais, c'est ça. Et voilà, bon, Yo La Tengo, j'aime tout, hein, quasiment tout. Mais cet album, c'est celui qui rentre le plus dans cette lignée de pop indé. Et pour moi, c'est un de mes albums dans mon panthéon personnel, donc je voulais le partager. I Can Hear the Heart Beating as One, bien sûr. Incroyable. Un groupe, pareil, dont peu de gens parlent, hein, moi je trouve, hein, en général, c'est Built to Spill. Perfect From Now On, leur deuxième ou troisième album. Donc Built to Spill, c'est un type euh, qui s'appelle. Comment il s'appelle le gars de Built to Spill, ça m'échappe maintenant, mais bon, je connais bien son nom, mais c'est juste que j'ai un. Dog March. Et puis il vient de. C'est un type qui est de l'Idaho, je crois, un état qui est. Encore une fois, dont personne ne parle aussi. Et là, j'hésite à dire que c'est un album de pop indé, puisqu'il a été signé sur Warner Brothers. Mais quand même, il avait quand même un contrôle créatif. Il avait signé ce deal avec eux
pour conserver le contrôle sur sa publicité, sur la façon dont il allait promouvoir cet album, sur les droits et tout ça. Donc, en fait, il est resté un peu indé quand même. Les deux premières chansons là-dessus, rien que pour ça, ça vaut le coup. Randy Describe Eternity, I Would Hurt a Fly. Moi, je trouve que ça a ce côté un peu pop indé qui rencontre le post-rock, avec sa voix, comment dirais-je? Encore une fois, c'est une voix qui est reconnaissable entre mille, avec ce côté légèrement nasillard et légèrement plaintif, mais tout ça est très joliment écrit, joliment exécuté, c'est juste magnifique, quoi. C'est de la musique pour la vie. Ensuite, donc ça c'était un album de 97. Donc en 98, alors j'aurais pu mettre beaucoup d'albums de Beck, hein, effectivement, mais alors cet album-là, pour moi c'est le top de Beck. Pour moi personnellement, parce que bon, après tout ça c'est personnel, hein, mais Mutations, alors bon, on s'attend à ce que je mette Odelay là-dessus, évidemment. Tout le monde s'accorde à dire que Odelay c'est le summum de Beck pendant cette époque-là, mais moi je suis pas d'accord. Pour moi c'est le summum. Mutations, un album de pop un peu fracturé avec des chansons hyper bien ficelées, enfin Cold Brains, Nobody's Fault But My Own, qui est un peu un truc un peu une mélodie orientale ça fait penser à un peu une espèce de Cachemire mais de pop indé, hein. On a Lazy Flies, on a Tropicalia en 1998. Quand j'ai eu cet album, je crois que cette chanson m'a fait découvrir, je peux le dire, hein, cette idée de Tropicalia, là, ce que c'était, parce que après voilà, c'est là que je suis tombé dessus la première fois. Et puis que je suis tombé amoureux de la musique brésilienne. Je pense que il y a une corrélation directe. Sing It Again, enfin bon, c'est la perfection cet album pour moi. Je peux pas en parler logiquement, mais vous connaissez tous Beck, hein, j'ai pas besoin de m'étendre pendant des heures et des heures sur Beck. Ensuite, en 98, alors là, il y a aussi, ça c'est vraiment le panthéon absolu pour moi, hein. Il y a deux, trois albums là dont je vais parler là dans une minute. Pour moi, c'est tellement. Alors ça c'est pour moi c'est un album que voilà j'adore par-dessus tout, quoi. Des Other Songs de Mercury Rev. Donc j'avais acheté cet album à sa sortie en 98. Suite à une critique dans les Un Rock en fait, qui disait que c'était un album magnifique, magique, blablabla. Bla, 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 bla. Donc j'étais à la Fnac directement et j'avais acheté l'album sans vraiment l'écouter. Puis après je l'ai écouté, et je l'ai écouté, et puis je l'ai écouté, et puis je l'ai réécouté, et puis il est devenu inscrit dans mon disque dur, hein, si vous voulez. C'est un de ces albums-là où vraiment je connais toutes les chansons par cœur. J'ai quand même un truc personnel avec The Funny Bird, la chanson, la troisième dernière chanson de l'album, qui est une espèce d'ode psychédélique, enfin, c'est une envolée spectaculaire, la guitare dessus, et c'est fou, quoi. Puis la voix de Jonathan Donahue là-dessus, c'est incroyable, quoi. Mais toutes les chansons sont super belles, c'est ce croisement entre cette pop sublime des Beatles, avec ce côté un peu Queenan, Flaming Lips, enfin c'est le même producteur, hein, on est bien d'accord. Donc c'est voilà, pour moi c'est juste un truc, c'est ancré dans mon inconscient. C'est difficile de parler de cet album, vous comprenez. Ensuite, ben, dans la même foulée, hein, euh, voilà, quasiment ce que je décrirais comme peut-être mon album préféré de cette liste, hein, EXO de Elliott Smith, que, encore une fois, la même année, j'avais lu une critique dithyrambique sur cet album.
Je connaissais rien du tout de Elliott Smith. Franchement, en 98, j'étais complètement ignorant. Je suis allé à la Fnac, je l'ai acheté. Ben, je crois que je l'ai 2 fois en CD cet album et puis une fois en vinyle. Voilà. Pour moi, c'est la perfection absolue. Donc, Elliott Smith, si vous ne savez pas, c'était un chanteur, compositeur, interprète. Il a fait sous son nom à peu près 7-8 albums. Donc, euh, le premier, Elliott Smith, Roman Candle, Either Or. Celui-ci, From a Basement on the Hill. Alors, je crois. euh, hmm, ouais, Figure Eight. Bon, peut-être 7 albums, c'est son nom. Puis plein d'autres projets à côté. Pour moi, c'est le top du top. Je veux dire, toutes les chansons sont. Sweet. J'ai une relation personnelle avec toutes les chansons. Alors là, il avait signé avec DreamWorks, donc il avait pu faire l'album qu'il voulait toujours faire. En fait, voilà, il était de Portland, et puis il faisait beaucoup de choses sur son 4 pistes. Il enregistrait à l'arrache, en fait. Et puis cet album, il a pu faire ce qu'il voulait. Il avait les moyens qu'il voulait. Il voulait faire un album des Beatles, en fait. Et puis il a vraiment réussi, quoi. Pizzale, Amity, Oh Well. Enfin, je peux pas. Je ne peux pas en parler comme ça. C'est trop. Voilà. Ensuite, alors pareil, ça c'est un truc de fou aussi, quoi. Pour moi, Neutral Milk Hotel, In the Aeroplane Over the Sea, est censé être un album concept sur le thème du journal d'Anne Frank. C'est difficile à voir, mais quand même. J'ai eu la chance de voir cet album dans son intégralité, pardon, joué à Melbourne, au Forum à Melbourne. Et ça a renforcé mon amour absolu pour ce. Donc Jeff Mangum, c'est le génie tordu de ce groupe, avec cette voix au perché, encore une fois, nasillarde, criarde, mais jamais dans l'exagération, quoi. Et puis bon, il y a tout dessus, King of Carrot Flowers, voilà, Holland 1945. Ça, c'est vraiment la chanson qui fait le plus référence à Anne Frank, je pense. C'est de la pop indé complètement barré en fait. Et puis euh, il y a ce côté, euh, voilà, ça tombe dans un côté un peu avant-gardiste, moi je trouve. Hein. Il y a ce côté un peu tordu. On voit qu'il avait des influences qui étaient très diverses, Jeff Mangum, quand il a écrit ça. Un album qui fait un peu écho aux Desert Songs, The Flaming Lips, The Soft Bulletin. Bon, bah, ça aussi, un grand classique pour moi. Magnifique album, enfin, du début à la fin. C'est de la pop psychédélique de haut niveau, quoi. Pour moi, moi j'adore. Race for the Prize, A Spoonful Weighs a Ton, The Spider Bite Song, What is the Light. Toutes les chansons. Bon, ben, Wayne Coyne, c'est quand même aussi pareil. C'est dans la même lignée que je parlais de Jeff Mangum juste avant, mais bon. On est quand même avec des génies qui sont quand même un peu torturés. Et puis cet album est produit aussi par Dave Friedman, comme Desert Songs. Donc c'est un peu des albums un peu cousins ou un peu jumeaux, je trouve. Celui-là, il est juste plus psychédélique que Desert Songs. C'est que c'est plus un album dans une tradition plus folk, on va dire, plus chanson, quoi. Je parlais de Elliott Smith, grand génie qui est mort trop tôt, qui s'est suicidé. Et ben là, on a Jason Molina. Donc ça, c'est Songs Ohia. Je sais pas si ça va sortir quelque part. Songs Ohia, Axis and Ace. De 1999, j'ai quasiment tous les albums de Songs Ohia. J'adore ce groupe. J'adore The Magnolia, Electric Company. J'aurais pu vous parler de ça. Voix lancinante, graveleuse, mémorable, dans la même lignée que les Red House Painters, tout à fait, un album avec rien que la première chanson. Allez écouter la première chanson, Hot Black Silk. Et si ça vous vend pas l'album, ben vous êtes en béton, hein, franchement. Euh, Encore un ou deux. Le merveilleux groupe de Minneapolis, Low. J'ai choisi de vous montrer Trust aujourd'hui, qui est un album magnifique, pareil,
Alors, Mimi Parker qui est morte très récemment, malheureusement, mais cet album, je trouve que c'est un des plus réussis. Les deux ou trois premières chansons sont incroyables. Amazing Grace, Canada et puis Candy Girl, les trois premières chansons, c'est quasiment les trois meilleures chansons de, de Low. Enfin, c'est fou, quoi. C'est enfin, le nom du groupe. Low, voilà. Et puis l'album s'appelle Trust, évidemment. Je sais pas si on va voir ça. Voilà. Groupe de Minneapolis. Ok. Et puis, j'en ai encore deux. Ok. J'espère que je vous tiens pas la jambe trop longtemps. Je suis obligé de parler de Wilco. Hein, on est dans la pop indé des années 90, 2000. Là, c'est un album de 2002. L'album qui avait été. Enfin, l'histoire est bien connue, évidemment. Ils avaient été rejetés par plusieurs maisons de disques jusqu'à que Nonsuch leur donne le feu vert. Parce qu'ils avaient reconnu qu'il y avait quand même du génie là-dedans. Et puis, effectivement, bah, toutes les chansons sont bien, quoi. Je veux dire, I'm trying to break your heart, voilà, War and War, Jesus, voilà, c'est Pot Kettle Black, c'est la classe absolue. Jeff Tweedy avec sa voix et son espèce d'attitude un peu laisser-faire, désinvolte un peu, hein, moi je trouve qu'il est quand il chante, avec ses superbes tours de Chicago, les constructions de Miss Van der Rohe, l'architecte internationaliste, élève de Le Corbusier. Oui, donc c'est les Marina Towers à Chicago qui sont. Bah, c'est vraiment iconique. Hein, alors, voilà. Et puis le dernier, encore une fois, un truc que j'avais vu en concert à l'époque qui m'avait scotché. Le grand Broken Social Scene. Alors par contre, eux, ils sont de Montréal, Toronto-Montréal. C'est des Canadiens, mais bon, je les ai inclus quand même dans cette liste. Un album parfait du début à la fin. Ça fait un peu Pavement. Pour moi, c'est les successeurs de Pavement à l'état pur. Hein. Il faut gagner une people. Stars and Suns, Almost Crimes. Ma chanson préférée, Cause Equals Time. Putain, c'est fou. C'est la classe. Ok. Donc je vais arrêter là. J'espère que vous avez aimé ce petit tour d'horizon de la pop indé des années 90, on va dire. Voilà. J'espère que je me suis pas trop étendu. Bon visionnage et puis merci à tous et puis laissez-moi des petits commentaires.